Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous voyez la première diapo. Donc, je suis professeur, ce qui me donne un statut quand même assez particulier dans la vie, d'avoir l'opportunité d'exprimer des opinions. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais basé sur des faits scientifiques importants. Je suis aussi ingénieur forestier, il faut le comprendre. J'ai été formé à l'Université Laval. Je suis ingénieur forestier. J'en suis fier, mais j'ai un biais évident pour la protection de l'eau depuis longtemps, et c'est bien connu au sein de ceux qui me connaissent bien. Donc, je fais partie de 2 centres de recherche aussi. Donc, vous voyez le logo du CEF, qui est le Centre d'études de la forêt. Je suis généralement au sein du CEF, qui est un centre de recherche de chercheurs en foresterie, chercheurs et de chercheuses en foresterie. Je suis généralement reconnu comme celui qui travaille sur l'eau. Puis au sein de Centro, je suis généralement reconnu comme celui qui travaille sur la forêt. Mais j'aime bien être entre deux chaises dans cette situation-là. En fait, je contribue et je bénéficie aussi des expertises de ces 2 centres de recherche-là. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est un message que je présente depuis quand même assez longtemps. Puis justement, pour faire l'historique, j'ai un message qui est quand même clair et assez constant. Je suis allé retourner dans mes premières présentations que j'ai faites en 2010 sur le sujet, alors que je commençais à être professeur à l'Université Laval. J'ai été invité au congrès annuel de l'OIFQ, de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, où on a présenté, moi, un de mes collègues du réseau des organismes de bassin versant, donc Jean Landry, une présentation sur l'eau et forêt. Puis à ce moment-là, déjà en septembre 2010, on se replace il y a 12 ans environ, dans la situation où déjà on avait en main le bilan d'aménagement forestier durable du Québec qui disait qu'il y avait des perturbations des cours d'eau en milieu forestier, qu'on avait un taux de conformité qui stagnait à 80 Ce n'était pas parfait là, comment on gérait l'eau en milieu forestier, mais aussi que les vieux chemins étaient sans surveillance, pas de suivi, pas de bilan, pas de plan d'action. Puis ça, c'est pas moi qui le disais, c'était le forestier en chef à ce moment-là, en 2010. Donc, j'en venais dans cette présentation-là à dire, oui, mais l'entretien des ponceaux, là, qui en a la charge, la charge qui vérifie l'état? C'est quoi la durée de vie? Qui va payer? Puis qui va payer, c'est important parce que si on ne sait pas qui va payer, il ne se passe pas grand-chose. On a beau faire des constats, s'il n'y a personne qui paye pour la solution, il ne se passe rien. Puis il va falloir se concerter pour avoir des nouvelles options. Donc, ma conclusion, c'était de tourner autour du fait que les lois et règlements étaient efficaces s'ils étaient bien appliqués. Il faudrait faire mieux, mais aussi que la menace importante, c'était de travailler sur l'entretien du réseau routier des traverses de cours d'eau. Donc, ce message-là, je l'ai, c'est ça que je fais dans la vie depuis 2010. Là, je suis professeur d'université. Fait qu'enseigner, mais aussi répéter parfois le même message à des publics différents, à des auditoires différents, bien, ça fait 30 fois que je le fais. Aujourd'hui, c'est la 31e présentation que je fais depuis 2010 sur le thème des enjeux de l'eau et de la forêt. J'ai toujours parlé dans chacune de ces 30 présentations-là des enjeux liés à la gestion de la voirie forestière. Fait qu'il y a eu 2150 personnes en présentiel, 2700 visionnements, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été enregistrés et diffusés. J'ai en plus enseigné à 600 ingénieurs forestiers, ingénieurs forestières, 281 bacheliers en environnement, et j'ai au total exposé à au moins 5700 personnes, mais il y a des doublons là-dedans. Là. Peut-être que vous êtes d'ailleurs parmi ceux que ce n'est pas la première fois qu'ils voyaient une de mes présentations sur cette question-là. J'ai aussi fait des représentations de cette question-là dans d'autres médias. J'ai entre autres participé très activement à l'élaboration du reportage d'enquête qui a été diffusé le 17 mars 2022 où il y avait un constat assez fort de la gestion déficiente de la voirie au Québec. Puis j'ai par la suite, à peu près en même temps, publié une lettre d'opinion qui est réservée dans un journal qui s'appelle The Conversation, qui est un journal en ligne, qui est réservé uniquement à des professeurs d'université. Il faut que ce soit des chercheurs qui publient des lettres d'opinion d'une certaine façon. Ça a été publié justement le 16 mars en français et quelques semaines plus tard, en anglais, parce que je voulais m'adresser justement aux autres personnes que les Québécois de la situation qui se passe au Québec. Donc là-dessus, il y a au moins plus de 10 000 lectures de cet article-là qui ont été faites parce que c'est des choses qui sont connues et faites à l'intérieur de tout ça. Donc, le message que je veux vous laisser aujourd'hui, je commence par le message que je veux vous laisser, c'est que malgré sa responsabilité légale à y arriver là, il y a le gouvernement du Québec
ne peut plus prétendre atteindre le critère de conservation des sols et de l'eau dans les forêts du domaine de l'État, et c'est pourtant une responsabilité formellement écrite dans la loi sur l'aménagement durable des forêts du Québec. En ce moment, l'enseignement, le ministère Forêt, Fonds et Parcs, maintenant le ministère Ressources naturelles et des forêts, c'est quand même assez récent, là. Je considère qu'il bafoue au moins un des 6 critères d'aménagement forestier durable qui sont listés dans la loi sur les forêts à l'article 1. Donc, on s'entend, c'est la base de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Bien, il y a un des critères qui est la conservation des sols et de l'eau. Ce n'est pas fait parce qu'il y a un manque de gestion de la voirie forestière et ça presse. Ça fait déjà 10 ans que je le dis, le bureau du forestier en chef le dit, et c'est l'essentiel de mon message. Et là, je vais vous démontrer comment j'en viens à cette conclusion-là. Les enjeux de l'eau dans le milieu forestier, ils sont quand même assez connus parce qu'il y a des enjeux de l'eau en milieu agricole, il y a des enjeux de l'eau en milieu urbain. On est un paquet de chercheurs qui travaillent au sein de Centro avec des objets d'études qui sont différents, mais toujours en lien avec l'eau. Mais moi, ma job, je suis payé pour ça, je viens d'un département de foresterie, c'est le milieu forestier. Bon, dans le milieu forestier, les principales menaces lorsqu'on a des activités anthropiques, donc récolter de la forêt, entre autres, il y a d'autres activités, mais c'est une des principales qui peut causer des perturbations. C'est que si on perturbe le territoire, il peut y avoir l'apport externe de sédiments dans les cours d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par apport externe? Je veux dire, dans un cours d'eau, il y a toujours des sédiments qui sont érodés à quelque part, déposés à quelque part. C'est depuis la déglaciation, depuis il y a 8000 ans, ça a toujours été le même. Il y a du transport de sédiments dans les cours d'eau. L'idée, c'est que quand on perturbe, entre autres, par des récoltes forestières, on peut faire des dommages au sol qui vont causer, comme vous voyez sur la photo, des ornières, de la compaction des sols, qui vont favoriser des processus hydrologiques qui vont sur le parterre de coupe, donc pas dans un cours d'eau. On s'entend, là, c'est à l'extérieur du cours d'eau, dans le bassin versant qui alimente le cours d'eau. Il y a des dommages au sol qui peuvent favoriser l'érosion de particules qui peuvent par la suite se rendre dans le milieu aquatique. Et ça, c'est de l'apport externe. C'est ça que je veux dire par l'apport externe de sédiments dans les cours d'eau. Et ça, c'est dommageable pour les milieux aquatiques parce que ce n'est pas prévu dans le milieu aquatique qu'il y ait des apports de sédiments comme ça qui soient massifs. Donc, ce qu'on fait en milieu forestier, on limite l'orniérage, puis ça, on le fait depuis très longtemps au cadre réglementaire. On a plein d'encadrements de la chose. Ensuite, il y a le risque de transfert de sédiments vers les cours d'eau, parce que si on a de l'orniérage, comme vous voyez sur la photo, mais qu'en bas de ça, ce n'est pas un fossé, ce n'est pas un cours d'eau, c'est une autre forêt. Puis que la forêt va finir par retenir les sédiments. Donc, laisser des bandes riveraines le long des cours d'eau est une action qui est, elle aussi, mise en place au Québec depuis extrêmement longtemps. Ça datait même des cadres réglementaires parce que tout forestier savait que, justement, il fallait protéger les milieux aquatiques. Et ça fait partie de nos saines pratiques qui sont mises en application au Québec depuis longtemps. Là n'est pas le problème. Par contre, l'apport externe de sédiments dans les cours d'eau, il est favorisé par la voirie forestière et ça fait extrêmement longtemps qu'on le sait. Par contre, on a, par le temps qui passe, passé un peu à côté. Donc, chaque traverse est un point de contact avec le cours d'eau. Vous voyez la pelle mécanique sur un ponceau de cette dimension-là, il y a facilement entre 50 à 100 camions 10 roues, des gros camions bennes avec des sédiments qui ont été mis au-dessus du lit du cours d'eau pour être capable de construire la route. Donc, on appelle ça le remblai. Et ce remblai-là, pas d'affaire là, il va un jour peut-être se ramasser dans le cours d'eau si on ne fait pas attention à comment on gère notre voirie forestière. Et c'est là que ça blesse parce que si on fait attention lors de la construction, il y a moyen d'avoir très peu de sédiments qui sont apportés pendant les travaux de construction. Puis, pour éviter qu'à long terme, il y ait des apports, il faut aussi faire un bon entretien. Et c'est là où il y a un grand problème. Parce que la gestion de la voirie forestière au Québec, il existe des règles de construction de chemins forestiers sur terre publique. Vite de même, là. Le Québec, c'est 80 de notre territoire forestier qui est public, puis 20 du territoire qui est privé. Donc, l'essentiel de notre forêt, elle est publique. C'est des immenses territoires et c'est très bien encadré par des lois et des règlements. Comme vous voyez ici l'image, c'est un des guides ça provient d'un guide de saine pratique pour la construction de voiries puis d'application du cadre réglementaire. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Là. Quand tu es ingénieur forestier, quand tu es quelqu'un qui travaille en milieu forestier, il faut que tu respectes un paquet de règles pour la stabilisation, les distances à respecter. Et ça, c'est mis en application depuis 1988, même probablement avant, lors de la construction de la route.
une des choses qui est importante à comprendre, c'est que depuis 1988, tout chemin qui est construit par les exploitants forestiers sont publics le jour où il est construit. Là, la route est construite, n'importe qui peut accéder à la route. On ne peut pas mettre de barrière et empêcher les gens d'utiliser la route en question. Donc, puisque tout chemin est public, ben, ça devient fortement subventionné parce que si tu construis un chemin pour le gouvernement du Québec, tu dois être une compagnie forestière, ben, tu vas recevoir des subventions. Donc, ces chemins-là, ils ont été construits par les compagnies forestières pour aller chercher du bois, mais ils ont été payés par le gouvernement du Québec. C'est ça qu'il faut comprendre. Une petite partie par les compagnies forestières, mais quand même, majoritairement, l'essentiel des voiries forestières a été payé par le gouvernement du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de plan de gestion. Et il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Donc, l'unique raison pourquoi on construit une route, c'est parce qu'il y a du bois à aller chercher, ou il y a un chalet à accéder, ou une ressource faunique, parce qu'il y a d'autres raisons que juste l'aménagement forestier, mais l'immense majorité, c'est pour aller chercher du bois. Mais une fois que le bois a été cherché, est-ce que le chemin est encore utile? Il va-t-il être utile longtemps? Aucun plan de gestion. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. Il n'y a même pas de cadre réglementaire. Il n'y a pas de suggestion que le gouvernement du Québec s'occupe de cette question-là. Donc, il y a une application, là, je l'ai mis entre parenthèses, du principe de l'utilisateur-payeur. Je l'entends souvent, il y a tout le temps quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais les chemins publics au Québec, c'est utilisateur-payeur. » Ouais, mais utilisateur-payeur pour la construction, mais quand c'est rendu le temps de l'abandonner, c'est l'utilisateur-payeur de personne. Personne qui paye pour ça. Donc, on arrive dans une situation où il y a un entretien qui est nécessaire lorsqu'on utilise une route. Donc, si vous êtes une compagnie forestière qui passe année après année par un chemin fréquent, vous avez la responsabilité d'entretenir la route qui est publique. Ça va de soi. Puis, ben, s'il y a d'autres utilisateurs, une voirie, une ZEC, pas une voirie, une pourvoirie, une ZEC, qui utilisent le même tronçon de route, bien, vous allez partager les frais au prorata de leur usage, etc. Donc, ça, c'est le principe d'utilisateur-payeur qui fonctionne sur des axes routiers, forestiers assez fréquentés. Mais par contre, il n'y a pas de démantèlement, puis les chemins qui sont peu utilisés, ça, il n'y a absolument rien qui est fait là-dessus. Pour vous donner un exemple de l'ampleur de la voirie forestière au Québec, la forêt sur forêt publique, là, le réseau de chemins a été principalement développé pour l'extraction de bois, puis ça a été, mettez-vous dans l'histoire, là, entre 1960 et 1980, là, la mécanisation, ce n'était pas ce qui était aujourd'hui. Les camions n'avaient pas les charges qu'on avait, on n'avait pas toute la technologie, puis on ne récoltait pas autant de bois non plus. Donc, de 1960 à 1980, il y a eu une exploitation forestière qui était manuelle au début, jusqu'à de plus en plus automatisée ou du moins mécanisée. Puis dans les années 90 à 2010, puis là, je vous montre une figure du volume de récolte forestière sur les territoires publics et privés depuis 1990. Puis ce que vous voyez en rouge, j'ai mis la courbe, ça c'est la courbe de la récolte en forêt publique. Donc, on a récolté plus de 25 millions de mètres cubes de bois pendant une période d'environ 20 ans, de 1994 à 2006. Et on a construit une quantité hallucinante de routes parce que ce bois-là il a été récolté dans des secteurs où il n'y avait pas de route. Donc, il y a eu une immense quantité de chemins qui ont été construits dans cette période-là. Puis en ce moment, on récolte moins de bois. Puis en plus, les chemins ont déjà été construits. Donc, on est dans une situation où le gros de ce qui a été construit date d'il y a 30 ans jusqu'à 20 ans, une quinzaine d'années. Donc, l'âge de nos chemins ont majoritairement 30 ans et un petit peu moins, entre 20 et 30 ans. Puis, justement, pour vous montrer combien de chemins on a, là, ça ici, c'est les données les plus récentes du portrait statistique du Québec. Je fais juste vous montrer, il y a des classes de chemins. Donc, à gauche, vous voyez des chemins de classe 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des codes. Les codes, c'est des chemins divers, des chemins hors normes, des chemins inconnus, non classés. Ben boy! Hey, puis du non classé. Attendez un peu, là. On a 479 000 km de chemin. Ça, là, c'est 12 fois le tour de la Terre en chemin forestier qui n'a pas en gravier. Là, okay? Puis dans cette proportion-là, il y en a 6 fois le tour de la Terre qu'on n'a aucune idée. Il y a une ligne dans une base de données, là, mais ils ne sont pas classés. On ne sait pas si c'est un chemin abandonné, fermé, il était large, pas large, on ne le sait pas trop. Inconnu, on ne le sait pas.
des chemins de classe 5 et des chemins de classe 4, c'est des chemins pas très larges. Ça représente l'immense majorité de ce qu'on connaît de notre base de données. Puis des chemins d'envergure, des hors normes 1, 2, 3, ça, c'est des chemins les plus larges, bien gravelés, fortement utilisés. Ça représente au total, on est rendu à même pas 15% du réseau routier. Donc, l'immense majorité des chemins en milieu forestier, c'est ce que vous pensez être. C'est des chemins pas très larges, pas très carrossables. Puis ça, ces chemins-là, on ne les entretient pas à long terme. Donc, c'est des chemins qui sont peu fréquentés, qui, lorsqu'il y a de l'érosion, il y a des apports vers les cours d'eau parce que tu n'as pas le choix. L'eau, elle va finir par faire son chemin puis elle va se rendre jusqu'à un cours d'eau. Il y a des exemples de chemins où les fossés ne fonctionnent plus, il y a des barrages de castors, le cours d'eau est dévié, coule sur le chemin, érode la route. Ça arrive souvent parce que tout ce qu'on voit, si on voit des pierres, des grosses pierres dans le milieu de la route, ce n'est pas compliqué, c'est parce que tout ce qui était fin est parti. Puis s'il est parti, il est rendu dans le cours d'eau, ça n'a pas de choix. On a des cas spectaculaires comme ceux-là où il y a des érosions très massives qui se font et qui emportent des tonnes et des tonnes de sédiments. Puis là, ça, c'est dans des cas où c'est un manque d'entretien. Les eaux ont été déviées avec le temps. Si on avait fait un bon travail d'inspection, on aurait réglé cette question-là il y a des années. Mais avec le temps, puisqu'on n'inspecte pas ces cours d'eau-là, ces chemins-là, il y a des érosions comme celle-là d'apports massifs de sédiments. Puis ça va aussi pour les ponceaux, parce qu'à un moment donné, le ponceau, il lâche. Puis là, quand il lâche, tout le remblai qui était par-dessus le ponceau, il s'en va. Et ça provoque des apports massifs de sédiments. Des cas comme ceux-là, à chaque année, les étudiants m'envoient des photos pour me dire hey, « j'en ai vu des pires que ça ». Ici, là, c'est un chemin d'une route principale qui a été flushé parce qu'il y a probablement eu un barrage de castor. Ça a été réparé rapidement par la suite, inquiétez-vous pas. Mais le dommage a été fait parce qu'il y a un apport massif de sédiments qu'on voit. Là, ça, c'est la photo. La personne s'est juste tournée. Là, puis ce que vous voyez, le banc de sédiments qui est là, c'est les 10 roues de gravier qui avaient été mis comme remblai pour la route, qui sont rendus directement dans le lit du cours d'eau. Et des cas comme ceux-là, c'est bien plate, il n'y a personne qui est responsable. Ni l'entreprise forestière, ni le ministère le gouvernement du Québec, personne n'est responsable de cette situation-là. Puis c'était une situation qui avait été dénoncée, comme je vous disais au début, par le bureau du forestier en chef. C'est en 2010, il y a quelqu'un qui avait l'autorité et l'indépendance pour faire l'analyse de la situation au Québec. Puis ce qui est écrit noir sur blanc dans le bilan d'aménagement forestier durable du Québec du bureau du forestier en chef en 2010, c'est qu'il dit que les entreprises forestières sont responsables de l'état des chemins pendant leur utilisation. Donc, tu récoltes du bois, pendant que tu récoltes du bois, tu n'as pas le choix, c'est toi qui es responsable. Mais après cette période, les entreprises n'effectuent aucun suivi de ces chemins. Pourquoi? Il n'y a personne qui leur a demandé. Ça fait 30 ans. Le gouvernement du Québec a dit une fois qu'il est construit, le chemin, il appartient à tout le monde, puis tant mieux, tout le monde en va en profiter. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une absence de suivi, de bilan ou de plan d'action à l'égard des vieux chemins et des vieux ouvrages permettant de traverser les cours d'eau. Le gouvernement du Québec a décidé de ne même pas mettre en place un système d'inspection de la voirie dont il est responsable et propriétaire. En outre, il n'existe aucune évaluation de l'ampleur du réseau routier forestier abandonné et de son apport de sédiments dans le milieu aquatique. Imaginez, c'est il y a 12 ans. Là. Et ça, c'est su, c'est connu. Puis jusqu'à présent, là, il n'y a aucun geste officiel qui a été posé pour changer cette situation-là à l'heure actuelle au sein du gouvernement du Québec. Puis justement, pour vérifier l'état, c'est vrai que c'est si pire que ça. On a fait une étude, on ne l'a pas publié, là, mais c'est un projet de maîtrise qui a été envoyé directement au bureau du ministère des Forêts, les responsables des forêts. Et notre conclusion, c'est qu'il y avait plus de 400 000 km de chemin. La base de données que je vous ai présentée là, est incomplète en plus. Il y a plein d'erreurs dedans. Fait que quand tu t'en vas sur le terrain, là, les chemins qui étaient sur la carte, il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui existent, il y en a qui sont... 35% des chemins qu'on a inventoriés sont abandonnés. 75% des chemins ne sont pas entretenus. 50% des traverses de cours d'eau sont en état de dégradation avancée et la durée de vie d'une traverse en acier, des tuyaux en acier, là, quand on fait un ponceau, là, ça dure 30 ans. Combien de temps, je vous ai dit qu'on a construit nos réseaux routiers au Québec en forêt publique? 20 à 30 ans. Fait que là, tic-tac, le temps passe. À chaque crue, il va y avoir de plus en plus de ponceaux qui vont lâcher juste par le fait qu'on a installé, il y a 30 ans, il y a 25 ans, des tuyaux en métal, puis ils sont rendus rouillés. Il faut les remplacer. Mais on ne sait même pas où ils sont, on ne sait même pas combien on en a, il n'y a aucune information qui est disponible, puis surtout, on n'entretient pas ces ponceaux.
Si je vous montre un exemple, c'est un ponceau, vous n'allez pas retenir nécessairement l'endroit que c'est, mais c'est sur la route 33 au nord de la forêt Montmorency. C'est un ponceau qui est trop petit, qui est fortement utilisé par la CEPAC et qui a fait des travaux. Là, vous allez peut-être voir une vidéo un peu saccadée, mais le ponceau, il est en très mauvais état, complètement rouillé, il est trop petit. Puis en plus, vous regardez, là, il n'y a plus de remblai. Donc ça, sur un point de vue de sécurité, tu ne peux pas envoyer du monde là-dessus. En pick-up, ça passe, en 4 roues, ça passe, mais une vanne de bois, le tuyau va plier en deux, ça va être un accident, c'est extrêmement dangereux. On ne pourrait pas permettre ça. Mais là, l'affaire, c'est que grâce au règlement qui est actuellement en place, la CEPAC utilise la route et a la responsabilité d'appliquer l'article 97, puis il a fait des réparations. Et ça, c'est après les réparations. Je vais juste vous montrer, là. Il n'y a absolument rien qui a été fait. Mais la route a été réparée. Là. De chaque côté de ce ponceau-là, il y a eu du remblai qui a été rajouté sur la route. Ils ont recreusé les fossés. Il y a plein de choses qui ont été faites. Mais le ponceau, il n'a pas été réparé. Pourquoi? Parce que l'article 97, dans le cadre de règlement actuel du gouvernement du Québec, ça dit que toute personne réalisant une activité d'aménagement forestier ou qui utilise régulièrement un chemin doit s'assurer que le lit du cours d'eau est stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau. Dans ce cas-là, il n'y a pas de remblai, mais le lit du cours d'eau est stabilisé. Bon, c'est correct. Que celui-ci permet la libre circulation de l'eau. S'il y a un poisson qui veut passer là-dedans, impossible, mais de toute façon, l'eau passe. Ah, c'est correct, on est bien. Afin d'assurer la durabilité du chemin. Assurer la durabilité du chemin, là, c'est bien plate, là. C'est un souhait. Si vous lisez l'article, là, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour dire tu n'as pas assuré la durabilité du chemin. Parce que là, en ce moment, il n'est pas durable, le chemin. Donc, l'objectif est clair, c'est d'assurer la durabilité du chemin. Mais les moyens de ce règlement-là, de cet article-là, sont complètement inappropriés. Parce que légalement, la CEPAC là, a fait un très bon travail. Légalement. Il a réparé comme le gouvernement du Québec a demandé de réparer. Et c'est le seul article dans le cadre réglementaire qui exige un entretien de la voirie forestière. Donc, si ce n'est pas brisé, touche-y pas. C'est la façon de faire au Québec depuis le début, depuis 88. Ça fait longtemps. Là. Puis s'il y a des travaux du RADF, bien, changer cette situation-là, là, ce ponceau-là, c'était au bas mot 15 000 $. Tandis que là, bien, ça n'a rien coûté. Pour une organisation comme la CEPAC, ce n'est pas anodin. Ils ne pourront pas remplacer tous les ponceaux qui sont dans cette situation-là. Ils n'ont jamais les budgets nécessaires pour ça. Ils ne génèrent pas assez de revenus pour ça. Donc, on est pris avec une situation qui favorise l'évitement d'entretien et l'abandon des routes. Mais le cadre réglementaire, il ne nous aide pas à régler la situation, il empire la situation. Puis ici, je vous montre une autre situation d'un ponceau qui est pas d'un ponceau. Ici, c'est une route, ce n'est même pas un ponceau. C'est une route qui est fortement érodée, mais tant qu'on est capable de circuler dessus, là, il n'y a pas personne qui a la responsabilité de réparer cette route-là. Puis là, on voit le fossé sur le bord du chemin ne prend plus l'eau. Donc, l'eau ne coule pas dans le fossé qui est supposé être à droite, mais bien dans le chemin. Puis là, bien, à force de couler dans le chemin, qu'est-ce que ça fait? Ça lessive toutes les particules fines. Donc, tout le sable, là, il reste juste les pierres. C'est un bon pick-up, tu es capable de passer, tu vas aller à la pêche, à la chasse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui va s'occuper de cette situation-là. Parce que là, on est au printemps, mais au mois de juin, il n'y a personne qui va. La pêche est ouverte, là, mais les gens sont capables de se rendre bien loin avec un pick-up puis un 4 roues, croyez-moi. À partir de là, bien là, vous voyez toute l'érosion, c'est des centaines de mètres d'érosion. Mais ça s'en va où, ces sédiments-là? Je vous parle de ça depuis tantôt. Bien là, je vais vous le montrer. Là, ce que vous allez voir, c'est le panache de sédiments. C'est au moins entre 50 et 70 mètres que je vais marcher en forêt. Là je marche c'est littéralement mou. C'est des sédiments, c'est du sable, c'est de la pierre, c'est de la roche. Il y en a partout dans le milieu forestier. Puis ça s'en va nécessairement. Tout ce qui est fin, tout le limon, toute l'argile est tout rendu dans le cours d'eau. Puis c'est rendu jusqu'à Québec, là, parce qu'on est dans le bassin versant de la Jacques-Cartier, pas de la Jacques-Cartier, de la Montmorency. Donc, ces questions-là et ces situations-là sont archi fréquentes parce que la façon qu'on va être géré ce dossier-là, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va passer un coup de niveleuse sur la route, puis ils vont peut-être creuser les fossés, changer un ponceau, mais il n'y a pas personne qui va aller ramasser des sédiments qui sont ramassés dans l'environnement, puis surtout, il n'y a pas personne qui en est responsable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les ponceaux sur les chemins publics qui ont été abandonnés, qui n'ont plus d'usage? Les compagnies forestières ont fini de récolter le bois, bien, il n'y a pas d'utilisateurs réguliers. Il n'y a aucun article du RADF qui s'applique sur les chemins qu'il n'y a pas personne qui utilise. Est-ce qu'il y a des dommages à l'environnement? Bien oui, il y en a. Ici, c'est un exemple d'un ponceau.
On a fait le calcul très rapide. Nous autres, on fait ça en recherche de façon fréquente. Donc, on s'en va voir, puis on calcule le volume de remblais qu'il aurait dû y avoir pour passer une route. Normalement, il y en avait une route, il y a des camions qui ont passé là. Bien là, on calcule le volume qui a été perdu. Là, dans ce cas-là, c'est 8 à 10 mètres cubes. Ça, là, c'est l'équivalent d'un 10 roues qui avait été mis là pour faire la route. Mais là, le camion 10 roues, il est rendu dans le cours d'eau. Il a été lessivé plus bas. Là. Le 10 roues au complet, c'est comme si on venait de reculer un 10 roues, on avait dompé ça direct dans le petit cours d'eau. Puis c'est comme ça, puis c'est normal. Parce que c'est la faute de personne. Parce que c'est la faute de qui? C'est la faute du gouvernement du Québec. Parce qu'il n'y a pas de base de données. C'est lui qui est responsable. Puis le MFFP, le MRNF, en a la gestion. Mais le cadre réglementaire qui met en place ne tient pas compte de l'entretien. Donc, on est dans une situation où le ministère des Forêts, responsable des forêts, contrevient à la loi sur la qualité de l'environnement, contrevient à la loi sur les pêches. On n'a pas le droit de jeter des contaminants comme ça, mais quand on appelle, je l'ai fait, le ministère de l'Environnement pour leur dire « Hey, by the way, le ministère des Forêts ne respecte pas le cadre réglementaire, la loi sur la qualité de l'environnement », ils disent « Ouais, mais on ne peut pas rien faire, il faut qu'on jase avec eux autres. » Puis là, ben, jaser avec eux autres, ça fait longtemps, là, depuis 2010, on le sait le problème. Donc, je continue à faire des sorties publiques que je fais en ce moment. Je sais très bien que mon message n'est pas perçu de façon positive par tout le monde, mais c'est bien plate, mais c'est la réalité. C'est basé sur des faits. Juste pour vous dire jusqu'à quel point le MRNF fait pas ce qu'il faut, il n'y a pas de guide d'inspection de ponceau. Comment vous voulez qu'on ait de l'information sur les ponceaux? Il n'y a pas de guide d'inspection de ponceau. Il y en a un au MTQ, le ministère des Transports. Et le MRNF a uniquement des outils pour vérifier la conformité des articles du RADF. Dans le RADF, il n'y en a aucun qui concerne l'entretien des routes abandonnées. Puis là, on a 85 % de notre réseau routier qui est des routes abandonnées. Puis là, on dit, bien, on respecte le RADF. Bien oui, c'est sûr qu'on respecte le RADF. Vous regardez juste les endroits où il n'y a pas de problème hydrologique. Donc, les vieux chemins, les ponceaux en mauvais état, on a une absence totale de données. Le ministère veut, moi, mon opinion, c'est que politiquement, le ministère ne veut pas le savoir. Et là, je fais bien attention, il y a des centaines de personnes qui travaillent au sein du ministère des Forêts qui disent à leur boss en haut lieu depuis des années, voire des décennies, que ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Mais c'est comme ça parce que le politique a décidé, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a plein de gens au sein du ministère qui sont absolument au courant de la situation et qui trouvent ça tout aussi déplorable que moi, mais qui ne peuvent pas parler publiquement comme moi je le fais en ce moment. Donc, puisqu'on n'a pas d'utilisateur à punir, il n'y a pas de suivi, pas de données. Quand on a un utilisateur régulier, on applique l'article 97, mais si ce n'est pas brisé, on ne le répare pas, puis tout le monde est content. Puis en fait, le principal responsable, c'est bien plate, là, mais c'est le ministère des Forêts lui-même qui devrait prendre la responsabilité, mais il ne se tapera pas ses doigts, là, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Là. Donc, puis juste pour vous dire à quel point le MRNF va de l'avant, c'est que dans le bilan quinquennal de l'aménagement durable des forêts de 2013-2018, en fait, c'est le rapport du Bureau du forestier en chef qui est plus récent. Là. Bien, dans ce cas-là, ils disent que tout va bien parce que la protection des sols et du milieu aquatique et humide, c'est dans les faits saillants, tout va bien parce que le taux de conformité aux normes de protection des milieux et du RNI, en fait, est relativement stable à 90 %. Est-ce qu'il évoque quelque chose par rapport à un bilan de la situation des vieux chemins sans utilisateurs? Absolument pas. C'est mis côté puis il dit, ben, nous autres, tout va bien. Donc, en fait, le MRNF joue à l'autruche dans ce cas-là. Donc, les solutions prioritaires, ce que je pense, c'est pour le bien des générations futures. Parce que moi, j'enseigne à mes étudiants, mes étudiantes, que officiellement, là, ils ne feront jamais de la foresterie comme la génération qui nous a précédés. Parce qu'il y a, à chaque fois qu'ils vont aller récolter du bois, ils vont faire de l'aménagement forestier durable, ça va leur coûter une fortune pour réparer les erreurs du passé. Les routes qui sont là ont été mal entretenues, ça va leur coûter cher pour que ça respecte le nouveau cadre réglementaire. Puis pour ça, bien, il faut que le MRNF, le ministère qui est responsable des forêts, il peut aussi bien changer de titre la semaine prochaine, fait qu'on ne sait pas trop. Donc, il doit accepter la responsabilité des chemins forestiers qui sont sans utilisateurs réguliers. C'est lui qui en a la responsabilité, c'est lui qui en a la charge. Le gouvernement du Québec devrait le faire et le MRNF devrait assumer qu'il a la responsabilité de ces routes-là. Il faudrait faire un bilan adéquat
du critère de conservation de l'eau. Ça, c'est fait là, à d'autres endroits. En Colombie-Britannique, il y a des audits qui sont faits. Là. Ils vont chercher des gens externes au gouvernement et ils disent « On fait-tu bien notre job? » Puis ils se font taper ses doigts. Moi, je n'ai jamais vu ça pour le Québec. Il n'y a pas personne qui s'en va jusqu'à avoir des preuves ou demander des preuves de la mauvaise gestion. De toute façon, ce serait tellement évident que ce ne serait pas difficile à faire. Donc, il faut mettre en place une politique de gestion de la voirie forestière qui inclura tous les chemins et qui visera un compromis entre l'accès aux ressources et la protection de l'eau, parce que là, c'est là que j'ai peur, c'est qu'en ce moment, ils se discutent. Moi, ça fait longtemps, là, ça fait littéralement 4 à 5 ans que je me fais dire souvent « Sylvain, je travaille à l'interne du ministère, il y a quelque chose qui s'en vient. Attends, là, dans 2 mois, ça s'en vient. » Ça fait 4 ans que je me le fais dire régulièrement. Il n'y a jamais rien qui sort. Il n'y a jamais rien qui sort. Il est supposé avoir une politique de gestion de la voirie forestière depuis 2015, puis il n'est jamais sorti. On n'a jamais été consulté. Moi, ils ne m'ont jamais appelé pour me poser des questions. Et on est dans une situation où j'ai l'impression que le prochain plan, s'il y en a un qui sort, ça va être essentiellement un plan de la gestion des accès aux ressources. Ça va être tourné 100% sur on va chercher le bois, ça, c'est les routes les axes principaux qu'il faut protéger, puis voici comment on va les gérer. Ils vont entièrement mettre de côté la question de la fermeture des routes, de l'entretien des chemins abandonnés, parce que la question de la protection de l'eau, ce n'est pas au cœur des intérêts actuels du ministère des Forêts, malheureusement. Je le souhaite là, que ça le devienne, pas pour rien que je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je le souhaite que ça devienne. Puis il faudra réviser le règlement d'aménagement durable des forêts parce qu'inévitablement, si on fait une nouvelle politique, il va falloir offrir les outils efficaces pour le faire. Puis j'en suis rendu où il faut vraiment engager d'autres ministères parce que le ministère des Forêts, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas personne qui va dans les hautes instances, le message ne passe pas. J'attends encore de rencontrer la ministre et la sous-ministre qui m'ont promis qu'ils allaient me rencontrer bientôt. Mais en ce moment, là, le MELCC, il faut qu'il fasse sa job. Le ministère de l'Environnement doit dire au ministère des Forêts, je m'excuse, mais il va falloir que tu respectes la loi sur la qualité de l'environnement toi aussi. Puis au fédéral, j'ai fait des démarches, mais c'est un peu compliqué, là, mais le Pêche Océan Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement et changement climatique Canada, ce sont tous des ministères fédéraux qui devraient s'inquiéter de la situation au Québec. Et pour l'instant, je n'ai pas eu aucun message comme quoi il y avait un quelconque intérêt à le faire. Donc, il faut respecter les lois et règlements au Québec. Puis là, ce qui est bizarre, c'est qu'on est dans une situation où c'est un ministère qui ne respecte pas les propres lois du gouvernement du Québec. Puis ça ne paraît pas bien. Pour finir sur une bonne note, je vous amène à une dernière diapo où je vous propose d'autres solutions. Il faut voir plus loin. C'est une toute petite partie de solutions qu'on pourrait avoir. Il faut un plan de gestion. Ça, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je vais laisser les experts se débattre sur cette question-là. Mais sur une question de protection des milieux aquatiques, de plus en plus, ce que je considère, c'est qu'il faut mettre en place des mesures de mise hors service pour quand on a des chemins à faible usage, à faible utilisation. Ça, ce document-là, d'ailleurs, je l'ai envoyé à Valérie. Il sera disponible si vous le voulez. Il est disponible sur mon site aussi du CEF. Donc, il faut choisir des options qui vont permettre de démanteler les chemins sans les fermer. Puis pour ça, des traverses à guides aménagées, des ouvrages amovibles, il y a toutes sortes de solutions qu'on a largement documentées dans un long projet de recherche qui s'est terminé l'année dernière. Et on a publié tous nos résultats dans un document pour offrir plusieurs options qui, encore aujourd'hui, sur terre publique, malheureusement, sont illégales. Donc, même si on propose des nouvelles solutions qui vont être mieux pour la protection de l'environnement et l'accès au territoire, c'est toujours illégal, mais ça va avec les contraintes administratives du gouvernement, des gouvernements. Voilà. Donc, c'était l'essentiel de mon message et des choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, voilà. C'est le temps pour les questions.